Donc, je vais vous parler un peu de la probabilité de vie extraterrestre ou de croyances concernant plus précisément souvent des visites d'extraterrestres intelligents sur Terre, mais pas véritablement pour me poser la question de l'existence ou non des extraterrestres. Je me sers plutôt de cette question de la vie extraterrestre comme d'un exemple pour vous montrer comment appliquer dans la pratique son esprit critique, exercer son esprit critique sur une question ouverte qui est en l'occurrence celle de la vie extraterrestre, mais ça pourrait être aussi autre chose. Alors un premier exemple, avant de vous détailler un peu plus ce que je vais appeler l'intimidation mathématique, et je vous donnerai 2 exemples plus précis, mais un premier exemple qui m'avait frappé de raison qu'on avance pour croire qu'il y a une vie extraterrestre, c'est une sorte de raisonnement statistique qui est le suivant, qui est de dire puisque la vie est apparue sur Terre, c'est que c'est possible, alors jusque-là on est bien d'accord, c'est donc possible que la vie apparaisse quelque part, et donc comme il y a énormément d'astres dans l'univers, il est probable qu'il y a de la vie ailleurs. Voilà. Et le raisonnement là a l'air à peu près correct quand on l'entend comme ça, et c'est assez convaincant pour plein de gens. Et en réalité, quand on essaye de le formaliser vraiment, alors je sais que tout le monde ne serait pas tout à fait d'accord avec ça, mais quand j'ai essayé de le formaliser en tout cas, je suis arrivé à des contradictions. Le raisonnement ressemble à ce qu'on fait habituellement en statistique, c'est-à-dire que on pourrait dire, voilà, on va faire comme ça, je vais vous faire le raisonnement qui fonctionnerait vraiment en statistique. Imaginez qu'on puisse être extérieur à l'univers et on observe qu'il y a beaucoup de planètes et on se dit, tiens, je vais sélectionner une dizaine de planètes au hasard pour voir s'il y a de la vie dessus. Et parmi les 10 planètes qu'on aurait sélectionnées au hasard, il y aurait la Terre et on découvrirait que sur donc une des 10 qu'on a sélectionnées, on a trouvé de la vie. Ça, ce serait un très bon argument pour dire qu'il y a probablement de la vie ailleurs. Mais du fait que nous sommes sur Terre et qu'on n'a pas choisi la Terre au hasard, quand on fait le raisonnement de dire sur Terre il y a de la vie, donc il y en a probablement ailleurs, le raisonnement ne tient plus. On peut s'en rendre compte en se demandant dans quelles circonstances est-ce que le raisonnement aboutirait à la conclusion qu'il est peu probable qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers. Donc il y a au moins, disons, 2 planètes habitées dans l'univers. Si on est à l'extérieur de l'univers, qu'on choisit 10 planètes au hasard, dans un univers où il y a une seule planète habitée, on a très peu de chances de tomber dessus, et donc très peu de chances de conclure qu'il y a probablement de la vie ailleurs. Donc ça, c'est très bien. Par contre, si on se place de là où on est, et qu'on dit sur ma planète, il y a de la vie, il est impossible d'arriver à la conclusion qu'il n'y a probablement pas de la vie ailleurs. Donc c'est un raisonnement qui a l'air qui ressemble vraiment au raisonnement qu'on fait habituellement en statistique, mais qui est faussé par le fait qu'on n'a pas choisi la Terre au hasard. Voilà. Pour vous donner une illustration, ce que je fais souvent avec les étudiants pour leur expliquer le principe des statistiques, c'est d'arriver avec un jeu de cartes, et puis je le mélange, je fais semblant de le mélanger en tout cas, et je m'arrange pour que sur le dessus, il y ait, par exemple, l'as de cœur. Et alors je me dis, voilà, j'ai mélangé le jeu, j'ai envie de savoir s'il est truqué, et je me dis que s'il est truqué, probablement au-dessus ça va être l'as de cœur, donc je regarde, c'est l'as de cœur, ça c'est convaincant. On se dit, ah, il y a quelque chose, donc, soit c'est un tour de magie, soit effectivement le jeu est truqué. Et ensuite, je leur dis, maintenant on va faire la chose un peu différemment, donc je mélange vraiment le jeu de cartes, je retourne une carte, mettons que c'est le 7 de pique par exemple, et puis je dis voilà, on est tombé sur le 7 de pique, et ça c'est vraiment extraordinaire parce que le 7 de pique c'est une seule carte particulière alors qu'il y en a 52 en tout, et donc on n'avait qu'une chance sur 52, exactement comme pour l'as de cœur, de tomber là-dessus. La différence entre les deux, c'est que l'as de pique, j'en avais parlé avant, et l'as de cœur j'en ai parlé avant, et le 7 de pique j'en ai parlé après, et ça fait toute la différence. Je vais passer tout de suite à ce que je vais appeler l'intimidation mathématique. C'est quelque chose qui est utilisé souvent, et notamment, on va voir deux petits exemples, notamment pour essayer de dire, de prouver, entre guillemets, ou d'argumenter qu'il y a une vie extraterrestre. Ce que j'appelle l'intimidation mathématique, c'est ce qui consiste à mettre des mathématiques, des formules, qui soit ne disent rien en réalité, mais on leur fait dire beaucoup de choses, c'est le premier exemple que je vais vous montrer, soit sont carrément complètement fausses, mais ça donne une impression de profondeur. Et c'est un cas particulier de quelque chose de plus général que Dan Sperber appelait l'effet gourou. Alors ça,
Voilà, vous avez une définition ici de l'effet gourou, mais l'idée c'est que quand vous êtes une figure d'autorité et que vous prononcez des phrases obscures qui ne veulent rien dire, pour beaucoup de gens, ça veut dire que c'est profond. C'est ce que Henry Brock, pour ceux qui connaissent, un physicien qui a développé tout un courant sur l'esprit critique, appelle, lui, l'effet puits. Il appelle ça l'effet puits parce qu'il dit plus c'est creux, plus on a l'impression que c'est profond. Voilà, c'est une sorte de boutade. Mais ça correspond très bien. Donc lui, c'est en forme de boutade, et pour Dan Sperber, lui, il a fait ça très sérieusement. Et donc sérieusement, il écrit des articles là-dessus, sur cet effet gourou, avec beaucoup d'exemples, et notamment quand il s'agit de sciences humaines, par exemple, quelque chose de très efficace, c'est de mettre une photo, ça c'est connu des gens qui travaillent en psychologie, si on arrive à mettre une photo comme ici d'IRM de diffusion, ou n'importe quelle photo de cerveau, on a beaucoup plus de chances d'être cité, publié, et beaucoup plus de chances que les gens trouvent l'article intéressant. Et ça a été testé, pas avec le cerveau, parce que c'est pas de ça que je vais vous parler, avec les mathématiques. Vous voyez ce qui se trouve à droite ici sur l'écran. Ça a été testé de manière expérimentale. De la manière suivante, on a présenté, je dis on, c'est pas moi, hein, c'est des chercheurs, ont présenté à des scientifiques de différentes disciplines un résumé d'articles de sciences humaines. Je ne sais plus exactement de quoi ça parlait, mais enfin bon, c'était un truc en sciences humaines, et il y avait un résumé d'articles. Et il y avait deux conditions, mais les chercheurs ne le savaient pas. Donc pour certains, il y avait seulement ce résumé, qui était uniquement en anglais, et puis pour d'autres, on avait rajouté la phrase que vous voyez ici, à la fin du résumé, et la phrase n'a aucun sens par rapport à ce qui précède, c'est-à-dire rien dans ce qui précède ne permet de dire ce que c'est que T, indice PP, etc. Donc ça ne veut absolument rien dire, ça n'apporte rien au résumé de l'article. Et on demandait simplement aux chercheurs d'évaluer, à partir du résumé, la qualité de l'article. Et je suis sûr que vous avez deviné ce qui se passe. Pour les chercheurs des sciences humaines, quand il y a cette phrase-là en plus, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ils notent mieux. Je crois que 70% des chercheurs en sciences humaines notent mieux l'article quand on rajoute cette phrase-là à la fin. Et voilà, c'est un exemple d'intimidation mathématique. Et alors, ça ne marche pas du tout avec les mathématiciens qui notent moins bien l'article quand on rajoute cette phrase-là. Alors, voilà un exemple dont je vais parler, et là, je m'attends à ce que tout le monde ne soit pas d'accord, parce que c'est bien que l'équation de Drake, qu'on va voir juste ici, voilà, c'est une équation qui est vraie. Donc, je commence par dire ça, pour pas qu'on se fâche entre nous, et qui exprime, disons, comme un produit, le nombre alors c'est indiqué ici, le nombre de planètes, de civilisations technologiques avancées dans l'univers. Voilà. On ne sait pas s'il y en a, peut-être c'est 0, enfin c'est peut-être 1 plutôt, mais voilà, peut-être qu'il y en a plus. Et là, vous avez une équation avec plein de symboles, vous avez les détails ici, qui vous donne n en fonction de plein d'autres choses. En fait, si on regarde dans le détail, on peut donner une version, là c'est en nombre, on peut donner une version probabiliste. Ça revient simplement à décomposer la probabilité d'avoir une civilisation avancée. Et en gros, ça dit la probabilité d'avoir une civilisation avancée, c'est la probabilité d'avoir une planète où on peut habiter, multipliée par la probabilité d'avoir de la vie sur une planète où on peut habiter, multipliée par la probabilité, sachant qu'on est sur une planète habitable avec de la vie, qu'une vie intelligente se développe, multipliée par la probabilité que s'il y a une vie intelligente, elle développe une civilisation, etc. Donc c'est formellement tout à fait juste, on est d'accord, mais c'est présenté, si vous allez regarder sur pas mal de sites ufologiques par exemple, c'est présenté comme la preuve qu'il y a plusieurs civilisations dans l'univers. Voilà, parfois c'est présenté comme ça, ou comme un argument en tout cas, et parfois même on vous dit, là, avec la formule de Drake, on connaît le nombre de civilisations dans l'univers. En fait on ne connaît rien du tout, on a remplacé une variable qu'on ne connaît pas, et on l'a écrite autrement, comme un produit d'autres variables qu'on ne connaît pas non plus. Voilà. Et donc on peut faire ça avec beaucoup de choses, mais ça n'avance pas, ça ne fait pas énormément avancer les choses. En tout cas, ce n'est pas un argument pour dire qu'il y a des civilisations extraterrestres. Quand je réfléchis, est-ce qu'on pourrait estimer la probabilité qu'il y ait une vie ailleurs? Je ne pense pas que la bonne solution soit celle-ci. À mon avis, ça viendrait plutôt, si ça vient un jour, ça viendrait plutôt de la chimie ou de la biologie. Quelque chose comme ça, enfin, peu importe. En tout cas, en l'état actuel, on a juste remplacé une variable qu'on ne connaît pas par un produit d'autres variables qu'on ne connaît pas non plus, et pourtant, c'est présenté,
et c'est compris comme un argument en faveur de l'hypothèse extraterrestre qu'il existe des civilisations ailleurs, sur certains sites. Ah, je dis pas par tout le monde, je dis sur certains sites, ça oui. Voilà, maintenant je vais vous parler d'un autre cas qui est moins problématique dans le sens où là, on a utilisé des mathématiques carrément de manière fautive, on peut dire. Donc c'est pas... Pardon, je suis revenu en arrière. C'était ça que je voulais vous parler. La vague belge d'OVNI. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Si je me souviens bien, ça a commencé en 1989. En 1989, on a eu tout un tas de témoignages en Belgique de gens qui voyaient des ovnis de forme triangulaire. Et ce que vous avez ici, c'est la seule photo qu'on ait. Vous voyez, c'est pas extrêmement convaincant, ça pourrait être beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle la photo de Petit Rechin, je crois que c'était le nom du village où ça a été pris. Donc c'est la seule photo, mais voilà, il y a eu des témoignages, et de plus en plus, c'est pour ça que ça s'appelle la vague belge, il y a eu toute une vague de témoignages, et de plus en plus pendant des mois, de gens qui voyaient passer des ovnis triangulaires. Dans certains cas, on a pu, après coup, s'apercevoir qu'en fait c'était des méprises avec, par exemple, 3 avions qui passent, 3 hélicoptères de l'armée qui passaient à ce moment-là, ou bien il y a aussi des méprises avec un dancing qui avait des lasers la nuit qui faisaient bouger. Donc quand il y a des nuages, ça peut faire des images comme ça qui bougent. Et puis il y avait un des grands arguments, c'était ça, mais c'est pas de celui-là dont je vais vous parler, mais un des grands arguments, c'était cette fameuse photo de Petit Rechin. Et c'est seulement très longtemps après que la personne qui a fait la photo a avoué qu'en réalité il avait fait comme ça, c'est-à-dire avec du polystyrène et 4 LED, et il s'était amusé à faire ça, puis il a fait bouger pour faire sa photo. Donc c'est lui qui avait fait ça, et l'argument de la photo de Petit Rechin est tombé. Mais ça n'a pas découragé tout le monde, et notamment ça n'a pas découragé August Messen, c'est un physicien qui tient beaucoup à l'hypothèse extraterrestre, et qui insiste pour dire que quand même il y a quelque chose. Et voilà l'un de ses arguments. Un de ses arguments, ça a été de dire que si vraiment il n'y avait pas d'extraterrestres, et que ce n'était pas des vrais ovnis, que c'était des méprises, etc. Parce qu'une hypothèse des psychologues, c'est que s'il y a eu un emballement comme ça et une vague de témoignages, c'est parce que comme on en a beaucoup parlé dans la presse, ça a poussé les gens à chercher dans le ciel, et puis à avoir l'impression de trouver des ovnis à chaque fois qu'il y avait 3 lumières et que ça faisait un triangle. Donc. Mais pour Messen, ça ne peut pas être ça. Et donc, voilà son argument. Son argument, c'est de dire que quand une rumeur se diffuse, ou quand des témoignages arrivent comme ça pour des raisons psychologiques, nécessairement, ça suit un modèle. Alors, il a donné une formule qui correspond à ce qu'on appelle le modèle de Verhulst. Voilà, c'est une petite formule, une équation différentielle qui donne une évolution. Bon, et quand on résout cette équation, ça donne ce qui est dessiné ici, c'est-à-dire une fonction logistique. Donc, ce que dit Messen, c'est si vraiment les témoignages n'étaient pas dus à des choses réelles, des extraterrestres probablement, on devrait avoir quelque chose comme ça. Or, la vraie courbe continue à monter, ça ne stagne pas comme c'est le cas ici. Voilà. Et alors ça, il l'a publié, a réussi à publier dans un article qui a convaincu certaines personnes en tout cas. Et quand on va regarder dans le détail, par exemple, qu'est-ce que c'est que le modèle de Verhulst ? C'est un modèle mathématique qui n'a absolument rien de théorique, parce qu'il n'est pas du tout basé sur des lois de la nature. Il n'y a pas de loi de la nature pour dire ça se passe comme ça quand il y a une rumeur, par exemple, qui naît ou quelque chose comme ça. C'est une loi empirique qui a été déterminée pour répondre à d'autres lois qui imaginaient une progression des populations, et non pas des rumeurs, qui imaginaient des progressions des populations exponentielles. Et ça paraissait pas raisonnable de dire les populations augmentent de manière exponentielle. Donc voilà, on a développé ce nouveau modèle qui dit non, c'est pas exponentiel, il faut arranger la loi, et ça donne une loi logistique. Donc ça, c'est une loi qui n'est pas validée théoriquement, qui est plus ou moins empirique, ça semble coller avec certaines données, et qui doit décrire l'évolution des populations et non pas des rumeurs ou des témoignages. Donc c'est quelque chose de pas sûr. Il y a des discussions pour savoir si c'est celle-ci ou pas qu'il faut utiliser même pour les populations, et qui en plus ici est utilisée en dehors de son contexte. Et malgré tout, ça fait joli dans l'article parce qu'on a une équation différentielle, sa solution, et ensuite on voit 2 courbes qui divergent assez rapidement. Et donc la conclusion qui s'impose évidemment, c'est qu'il y avait vraiment des extraterrestres en Belgique en 1989, malgré ce que raconte
Maréchal là, qui avait fait ça. Voilà, qui a avoué plus tard, mais vous savez, quand on avoue très tard, il y a toujours des gens pour dire que l'aveu est en fait un mensonge. Et que c'est quelqu'un qui veut récupérer la notoriété de la vague belge en faisant ça. Voilà, je vais arrêter de vous parler de mathématiques, maintenant je vais juste vous présenter un dernier exemple. Une anecdote, si on veut, mais qui a pas mal parlé, pas trop en France paraît-il, mais plutôt à l'étranger, l'histoire de la photo de Roswell. Alors tout ce que je vais vous raconter maintenant, c'est essentiellement le travail de deux personnes qui sont ici. Christophe Michel qui tient la chaîne YouTube Hygiène Mentale, que je vous recommande chaudement, et puis Gilles Fernandez qui a fait tout le travail de compilation et de recherche sur ce que je vais vous raconter, l'histoire de la photo de Roswell. Voilà, donc vraiment tout ce que je vous raconte vient d'eux. Alors voilà le début de l'histoire. Un journaliste intéressé par l'ufologie et les ovnis reçoit un jour de sa belle-mère 2 diapositives, entre autres, en fait tout un paquet de diapositives, et dans le paquet de diapositives sur les 400, il y en a 2 qui sont à part dans une enveloppe, et qui sont très particulières parce que, paraît-il, mais on ne savait pas, on ne les voyait pas au début, elles représentent des extraterrestres. Donc c'est la preuve de l'existence d'extraterrestres sur Terre. Les autres diapositives, c'est des photos de vacances d'un couple qui apparemment a beaucoup voyagé, donc c'est étalé sur 10 ans, il y a des photos dans le monde entier, on voit la Tour Eiffel, on voit plein de musées partout. Mais voilà, il y a ces 2-là, et tout de suite, le journaliste se dit ça doit être des extraterrestres, et ça doit venir de Roswell, parce que les dates coïncidaient et tout ça. Voilà, je vais vous les montrer après, on dirait un petit grid, mais ça correspond à l'image que vous aviez au début. C'est une reconstitution 3D qui a été faite, le visage que vous aviez vu au début. Et donc ça correspond à ce qu'on appelle les petits gris. C'est une sorte d'extraterrestre, parce qu'il y a plusieurs sortes. Et la réaction du journaliste a été d'abord de cacher les diapositives. Donc on ne les a pas vues, il a été les montrer à certaines personnes, mais il ne les a pas mis sur Internet. Et il était tout de suite convaincu qu'il s'agissait vraiment d'extraterrestres. Alors il a été les montrer à des personnes qui d'après elles sont vraiment expertes. Et ça c'est un défaut qu'on a souvent, hein, quand on a déjà la conclusion, on cherche ce qu'on appelle le fameux biais de confirmation, on en a beaucoup parlé dernièrement. Quand on a déjà la conclusion, on cherche à la confirmer au lieu de chercher à l'infirmer, ce qui n'est pas du tout une bonne méthode. Donc c'est ce qu'il a fait lui, il était convaincu que c'était un extraterrestre. Et donc il a été voir par exemple un ancien lieutenant de l'armée des États-Unis qui était à Roswell et qui a été témoin, lui, il a vu des extraterrestres à Roswell, et quand il a vu les diapositives, il a dit ah oui c'est ça, c'est ce genre d'extraterrestre que j'ai vu. Et puis il a été voir aussi des auteurs à succès de livres toujours sur Roswell, les extraterrestres, qui ont confirmé aussi que ça avait vraiment l'air d'être une vraie photo d'extraterrestres. Et voilà, maintenant, je vous dévoile le truc, la photographie. Mais entre-temps, quand même, entre ce moment-là et le moment où on a pu avoir accès à la photographie, il s'est passé vraiment pas mal de mois. Et il y a eu, je vous en dis juste un mot après, mais l'organisation de grandes conférences annoncées des mois à l'avance dans des auditoriums de 100 000 personnes, dans des choses incroyables. Et voilà la photographie. Donc ce que voit le journaliste là-dessus, c'est un extraterrestre dans une base secrète de l'armée avec des planches en verre, et puis un cartel complètement illisible. Voilà. Et il dit c'est complètement illisible. On n'a vraiment pas pu, les meilleurs experts n'ont pas réussi à le lire. Et il argumente aussi en disant que ce genre de choses ici, là, les piliers comme ça, en métal, c'est très moche. Et donc c'est forcément dans une base secrète de l'armée. Ça ne pourrait pas être, par exemple, au musée de Mesa Verde, je lis en même temps, du Colorado, où en fait, si, on trouve exactement la même chose dans ce musée du Colorado. Voilà. Et non seulement on trouve la même chose dans le musée du Colorado, mais on trouve aussi quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. C'est des momies d'enfants, et qui sont déposées sur exactement le même genre de meubles. Je passe rapidement pour arriver à ça. Et le cartel qui est ici, vous voyez qu'il a un petit, on voit pas très bien, mais il y a un petit liseré comme ça, exactement comme les liserés qu'on trouve dans ce musée du Colorado. Et le journaliste là disait, et ça a été confirmé par d'autres ufologues, que le cartel était complètement illisible, mais quand même, quelqu'un a réussi un jour, un sceptique a réussi un jour à trouver un logiciel qui a réussi à donc arranger l'image pour qu'on arrive à la lire. Et donc voilà ce qu'on arrive à lire. Et ça correspond exactement à ce qu'on trouve, évidemment, vous avez compris, dans le musée du Colorado en question.
Et donc l'image que vous avez vue, c'est simplement une momie d'enfant, voilà, qui a été présentée comme la preuve d'existence d'extraterrestres. Et juste pour vous montrer que des méprises comme ça peut arriver, il y a une autre photo beaucoup plus précise avec un extraterrestre aussi, trouvée dans un musée. Et alors, je ne sais pas si vous arrivez à ça. Moi, j'aurais pas deviné ce que c'est. Et en réalité, ça, c'est un fœtus de paresseux. Voilà, c'est assez amusant, je trouve. Voilà, je vais juste m'arrêter là. Je vous donne des références pour ceux qui voudraient un peu creuser la question. Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de Christophe Michel la hygiène mentale. Il y a une petite vidéo de 20 minutes qui raconte ça beaucoup mieux et plus en détail, la dernière partie. Et sinon, voilà, vous avez toutes ces références-là qui parlent un peu de la même chose aussi.